C'est elle qui remplit mes oreilles du bruit des voix fallacieuses et obscurcit mes yeux de visions passagères. Mais elle dit « Sa maison est blanche dans la nuit comme la face d'une morte. » J'en veux à toute chose de ne pas être toi. Et comme je me débattais entre ses bras, je sentis de nouveau sur moi la caresse menaçante de ses ongles. Sois folle avec moi, car la folie est la sagesse des ténèbres. Car la solitude est souvent peuplée de spectres plus terribles que les vérités de la vie. Nathalie et Pauline René, toutes deux, avec Sappho comme étoile polaire, vont inscrire ce mot lesbienne dans le canon littéraire. Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 9 novembre 2024 à la Grande Plage de Roubaix, médiathèque que nous fréquentons régulièrement depuis plus de 10 ans, avec notre association Littérature, etc. Merci à Colline Hillemoine, à Mathilde Léman, à Mathilde Meunier et Jimmy Leclerc pour l'accueil de cette 47e séance des Parleuses. J'ai la joie d'avoir à mes côtés Lo, que je connais également depuis plus de 10 ans, presque 15 même. Lo, tu es un artiste aux multiples facettes qui arpente depuis plus de 10 ans les territoires des arts de la parole. Ton dernier spectacle, Liquide Lyrique, est un concert-spectacle de rap, spoken word érotique et vidéo dans lequel tu performes aux côtés de Dirty Berlin au platine. Tu es, en plus de tout ça, certifié praticien Gestalt à l'école parisienne de Gestalt Thérapie, dont la pratique inspire ton travail artistique. Et, je crois que j'ai, en exclusivité publique, une information intéressante. Tu vas publier sous pseudo un roman érotique queer et cru, une histoire d'amour pornographique entre deux personnages, respectivement thérapeutes et travailleuses du sexe. Je n'en dis pas plus et vous laisse mener l'enquête pour retrouver les références du mystérieux livre à paraître dans les mois à venir, sachant que j'ai, en début de présentation, nommé les bibliothécaires ici présentes. En plus de tout ça, trop n'est jamais assez. Aujourd'hui, tu as eu envie de nous plonger dans l'œuvre lesbienne incandescente de l'autrice Nathalie Clifford Barnet. Je te laisse la parole. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir, c'est très chouette et ça me tenait à cœur de pouvoir parler de Nathalie. Donc Nathalie Clifford Barnet, c'est une poétesse et écrivaine du XXe siècle, prénommée l'Amazone. Elle est connue pour ses multiples aventures lesbiennes et son salon littéraire foisonnant d'artistes et d'auteurisses. Mais qu'en est-il de sa singulière et puissante écriture ? Mais qu'en est-il de l'incroyable actualité de ses préoccupations de l'époque ? Dans son roman « Lettre à une connue », Nathalie Barnet s'adresse à Liane de Pougy, une courtisane célèbre, que l'on nommerait aujourd'hui travailleuse du sexe, et autrice, dont elle est tombée éperdument amoureuse. Il lui est difficile d'accepter que Liane puisse effectuer ce travail et qu'elle ne lui appartienne pas corps et âme. J'ai eu envie de commencer ce texte en rappant un de ses poèmes qu'elle a envoyé à son amour qu'elle veut tourmenter. Ma fleur, mon âme, mon seul amour, j'irai encore chez toi tantôt. Nous parlerons de futilités banales, nous pleurerons ensemble sur la joie et la tristesse de toutes choses. Où je m'agenouillerai auprès de toi. J'éprouve le besoin de baiser tes mains et de te dire longuement merci. L'ineffable parfum de ta beauté sereine fait rôder mes désirs autour de toi, Lorraine. Ton corps resplendissant dans sa fraîcheur trop pâle échauffe tous mes sens et mes instincts de mal. Tu me verses l'envie en extase sans trêve et je boirai la joie infinie à ta lèvre. Ton amant ne languit que loin de ton sourire et rallume sa vie à ta voix qui délire. Dans ta fleur peau ma folle l'ivresse va s'éclore. Contre ta frêleté mon désir crie encore. Assez dit ton sanglot mais ta froideur m'affole et ton beau corps sexy
exalte autant que ma parole. Je te ferai mourir de baiser ma maîtresse, te tissant un linceul d'étouffantes caresses. Mes bras seront la tombe et pour ta chair meurtrie, ma faim et ma soif revient et reste inassouvis. Je serai ton vampire et mon amour la lame qui percera ta chair pour mieux trouver ton âme. Amoureuse du râle et bercée sur ton ventre, je noierai de plaisir ce cher délice où chante. Ce cher délice où chante. Nathalie tente de trouver des chemins divers et variés pour que Liane arrête la prostitution, jusqu'à critiquer sans vergogne Valtès de la Bigne, grande courtisane également, qui avait introduit Liane de Pougy dans le petit cercle des grandes horizontales, comme on les appelait également. Dans Lettre à une connue, parue aux éditions Bartilla, elle dit « Tu auras beau faire, tu ne seras jamais une courtisane comme ton amie l'impératrice. Regarde-toi, regarde-la. Elle ressemble à son sanctuaire, toute cette pompe sans fleurs où tu ne te plairas jamais. Elle est puissante, certes, et digne d'une sorte d'admiration, puisqu'elle a fait de sa vie et des hommes ce qu'elle a voulu. Aucun rêve d'au-delà ne vient déranger sa passivité païenne qui ne croit à aucun dieu. Elle est simple comme un marbre à veines roses. Et, au lieu de s'affaiblir, la vie l'a polie, l'a rendue plus dure encore. Elle a une personnalité sans contradiction, que rien ne semble émouvoir, et elle ne craint pas plus la douleur que le reste. Elle se donne sans sourire, elle se reprend sans larmes. Les jours sont de royale platitude où tout se range selon son désir, selon sa calme volonté. Elle te mépriserait si elle pouvait lire la lettre que tu viens de m'écrire. Une courtisane doit mettre tout sentiment hors de sa vie, ou elle n'est pas une courtisane. En te lisant, je me suis dit « Ah oui ? Vraiment, Nathalie ? Une courtisane doit mettre tout sentiment hors de sa vie ? Pardon, par le symbolique miroir qui nous relie, j'ai envie de m'adresser à toi en tu. J'espère que tu n'y verras aucune offense. C'est que je crois que nous avons des choses à nous dire et que par certains aspects, du moins, je me sens dans une forme de proximité avec toi. En octobre 2024, à Bruxelles, s'est tenue la 6e édition du festival Snap, dédié aux narrations des travailleurs et travailleuses du sexe. Des films, des performances, des concerts, des tables rondes et des workshops. Il se trouve, Nathalie, que devant l'évidente nécessité d'avoir des espaces de discussion autour de certains enjeux spécifiques au travail du sexe, un ami et moi-même avons organisé un atelier intitulé « Partenaires de sex workers, de sex workers » ou comment continuer à fabriquer de belles histoires d'amour avec nos partenaires concernés par le travail du sexe. Dans les thèmes abordés, nous avons parlé jalousie, insécurité, stigmate, argent, soutien et limites. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi parce qu'un an auparavant, ma Liane de Pougy à moi, courtisane moderne, bien moins fortunée mais pas moins brillante, m'avait offert ce livre, Amant féminin ou la troisième, écrit en 1926. Je t'ai donc rencontré d'abord comme cela, à travers tes écrits et ta vie pas tout à fait ordinaire. Je me suis dit que peut-être, tu aurais aimé être avec nous ce samedi-là pour aborder ce qui t'a tant animé. Qui sait ? Tu es né le 31 octobre 1876 à Dayton, dans l'Ohio, aux États-Unis, d'un père riche industriel qui avait hérité en partie de l'affaire familiale manufacturant depuis le milieu du XVIIIe siècle des wagons de chemin de fer, et d'une mère artiste peintre, élève de Whistler, en partie héritière elle aussi, d'un père qui avait créé une distillerie de whisky. L'argent n'a donc a priori pas été un frein dans ta construction et ton épanouissement personnel. Et c'est ainsi que tu as vécu dans de somptueuses demeures à Washington, comme à Bar Harbor, dans le Maine. La bourgeoisie américaine de l'époque
d'autant plus celles qui avaient des ambitions culturelles, avaient une fascination pour les vieilles familles aristocrates françaises et aimaient acquérir des biens secondaires en France et en Europe. Toi, tu as appris et développé un goût prononcé pour le français depuis ton plus jeune âge, en suivant ta mère à Paris. J'ai d'ailleurs lu que tu avais été confiée à une prescriptrice en charge de ton éducation, mais aussi que tu as passé un temps dans un internat de renommée dirigé par un couple de femmes, la pédagogue Marie Souvestre et sa compagne Caroline Dussault. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as été à bonne école ? As-tu vécu tes premiers émois sexuels là-bas ? Un peu comme dans Thérèse et Isabelle de Violette le Duc ? Tu vois cette histoire de deux jeunes filles qui se rencontrent intensément et intimement. Bon, le livre est paru dans sa première forme censurée en 1966 et tu nous as quittés en 1972. Je ne sais pas si tu as eu accès à ce livre, mais je crois que ça t'aurait plu. En tout cas, tu maniais de fait le français avec beaucoup d'aisance et avais une connaissance fine des poètes français, ce que l'on peut constater dans plusieurs de tes livres qui sont parsemés de références à Mallarmé ou Verlaine. Ce qui m'a plu chez toi, outre ta propension à l'exagération figurative de fin de siècle, c'est ton incroyable modernité, mais également ces ponts évidents que j'ai naturellement eu envie de tisser avec notre monde contemporain, tant dans le fond que dans la forme. Il y a maintes choses qui m'ont frappé dans les thèmes que tu abordes comme dans ton écriture. Commençons par parler de tes convictions que tu partages explicitement dans les 3 ouvrages parmi tes dizaines d'écrits que j'ai lus et annotés, à savoir Correspondance amoureuse, publié en 2019 chez Gallimard, qui présente 72 lettres inédites que vous vous êtes envoyées avec Liane, l'un des grands amours de ta vie. Puis Lettre à une connue, publié en 2024 chez Barthia, un roman que tu as écrit en t'adressant à Liane avec cette question centrale « Peut-on aimer une courtisane ?» tandis que celle-ci écrivait « Idylle saphique », qui fait également référence à votre histoire. Et enfin, Amant féminin ou la troisième, publié en 2013 chez Éditions Classiques, roman qui nous parle de tes relations affectives et sexuelles, ainsi que tes doutes et certitudes quant à l'amour. Il n'est pas coutume pour l'époque de lire une femme revendiquer avec autant de ferveur des positions remettant en question le mariage hétérosexuel. La fidélité, du moins d'un point de vue amoureux, puisque tu plaçais une loyauté sans faille dans l'amitié, nous y reviendrons, ainsi que la procréation dont ta célèbre phrase « La vie la plus belle est celle que l'on passe à se créer soi-même, non à procréer ». Tu diras à ton père qu'il souhaite te marier, et d'autant plus après avoir découvert scandalisé par la presse, puis fait détruire tous les exemplaires encore disponibles de ton premier recueil de poèmes où tu évoques tes amours lesbiens, quelques portraits sonnés de femmes, par ailleurs illustré de dessins de ta mère et publié à compte d'auteur en 1900, que tu n'accepteras qu'un seul parti, à savoir Lord Alfred Douglas, homosexuel notoire, l'ancien amant d'Oscar Wilde. C'est vrai que ça s'est pas mal fait dans l'histoire. Des gouines et des pédés qui singent le couple hétérosexuel pour échapper à l'opprobre sociétal. J'aurais peut-être bien pu faire ça si j'avais été dans une position délicate. J'espère juste que je serais tombée sur un chic type, la misogynie n'étant pas l'apanage de l'homme hétérosexuel, qu'on se le dise. Plus tard, quand tu seras de nouveau encouragé à épouser un jeune homme, Robert, que tu nommes Harry dans Lettre à une connue, américain et fortuné, tu fomenteras de lui proposer d'adopter Liane de Pougy, ce qui lui assurerait l'argent nécessaire à une vie sereine auprès de toi et sans l'obligation d'un travail pour lequel Liane était ambiguë. Liane qui, elle, t'écrivait tantôt de l'aider à sortir de la prostitution et tantôt de lui foutre la paix avec tes litanies, puisque tu n'avais pas les moyens de lui offrir autre chose. Je cite « Tu m'ennuies à me répéter toutes tes sornettes sur ma vie. Ma vie est probablement moins hypocrite, moins fausse et aussi moins calcul et intérêt que la tienne. Ce que je le fais ouvertement et sans arrière-pensée. Chacun connaît mon but et je cours les risques et dangers de ce que je fais. Je ne vole l'estime de personne. Rentre en toi-même et médite ce que je te dis là. » Bon, Harry Robert a refusé, mais j'avoue que c'était bien tenté.
Je ne sais pas si j'aurais osé. À ce propos, tu confesseras à Liane, au point de vue matériel, j'ai peut-être eu tort de renvoyer Harry car il ne me vient pas des êtres aussi maniables tous les jours. C'est pour moi une leçon. J'ai appris que l'on en fait ce que l'on veut seulement de près, et encore. S'il m'arrive une seconde fois de rencontrer un homme qui renonce à tout contact physique et ne me demandant aucune amitié un peu amoureuse, je crois que je me déciderai à l'épouser, et vite. Je le sacrifierai à ton bonheur, ma chérie, car il ne vaudrait probablement pas mieux que Harry plus tard. Il faut avouer que c'est un peu vache, mais c'est vrai, j'ai ri. Et en même temps, j'ai aussi été touchée parce que dans ta façon de ne reculer devant aucune manigance, j'ai surtout touché la force de ton amour pour Liane et ton besoin vital d'être libre de toute convention, voire obligation sociétale. Cet endroit-là, celui de la lutte intime et de faits politiques, m'a beaucoup parlé. Tu écriras également avec aplomb une lettre adressée à Liane que l'on retrouve dans Correspondance amoureuse qui dit « Mais malheureusement, les hommes autant que les dieux ne se marient que pour 3 raisons. Pour établir leur fond, pour continuer leur nom, ou pour avoir le corps d'une femme qui refuse de se donner tout simplement. Le galant et très absurde cavalier qui sollicite ma main, quelle hypocrisie, ah si ce n'était que cela, comme je la lui donnerais avec complaisance, a autant d'argent que de préjugés. Donc ce n'est que pour les 2 autres raisons qu'il me veut. J'ai beau lui dire que l'existence la plus idéale qui puisse unir 2 êtres se passe à contempler ensemble les nuages et à me laisser écrire des vers sans troubler ses épanchements d'âme par aucune idée physique. Néanmoins, il proteste et m'assure que la passion seule est belle dans l'existence et qu'il se sent capable de m'en convaincre. Que faire d'un homme pareil ? Rien, je crains, car il a toute la force de ses convictions. Pour autant, il s'agira surtout de mariage hétérosexuel, puisqu'après avoir échangé des bagues symboles de passion amoureuse avec Liane durant la période phare de votre relation, en 1909, tu fais la connaissance d'Élisabeth de Gramont, et entreprends une relation avec cette dernière dans laquelle tu scelleras votre histoire par un contrat de mariage établi par toi-même le 20 juin 1918, qui sera censé vous lier jusqu'à votre mort, tout en tolérant des écarts adultérins. Je ne sais pas quel était l'équivalent du mariage pour tous de l'époque, mais il est fort à penser que ça ne leur aurait pas plu de prendre conscience de tes lubies et autres perversions, comme certains et certaines devaient aimer à le penser. Ce qui est sûr, c'est que tes histoires lesbiennes faisaient déjà scandale avant même une quelconque revendication cérémoniale, dont ta position confortable de bourgeoise ne pouvait pas tout. En tout cas, tu parlais librement de lesbianisme dans tes textes, et c'est aussi fort qu'un cri abyssal. Mais lorsque je suis seule, je me reprends et je me regarde sans honte. On n'a jamais blâmé les albinos d'avoir les yeux roses. Pourquoi m'en voudra-t-on d'être lesbienne ? C'est une affaire de nature. Mon étrangeté n'est pas un vice, n'est pas voulu et ne nuit à personne. Je n'ai jamais brisé de ménage, pris des femmes à leurs maris, ni de mères à leurs enfants. J'ai simplement tâché de consoler celles qui n'en avaient pas, d'être un peu tout cela pour elles. Et pour toi, j'aurais voulu être quelque chose d'enfantin, capable d'héroïsme. Oui, un petit enfant que tu aurais aimé, qui t'aurait empêché de te gaspiller, pour qui tu te serais gardé. Pourquoi n'as-tu pas vu ? Pourquoi n'ai-je pas pu te faire voir ? Voilà tout ce que je regrette. Le reste n'existe pas. Que m'importe qu'ils me médisent. L'opinion publique a courbé assez d'individualité, a coupé les ailes d'assez d'élan pour qu'on la méprise. Les vertueux ont tort de s'apitoyer sur le sort de celles qu'ils répudient. Car si un être a été assez désintéressé pour se vouer à un autre être en dépit des considérations et mesquineries mondaines, qu'est-ce que cela peut faire que madame telle ou telle ne le salue plus dans la rue ? Il n'y a lieu pour rien en dehors d'une grande douleur ou d'une grande joie. C'est un isolement sublime où l'âme plane seule. Où pouvait-on lire de tels discours ? À une époque où le seul nom de référence était celui de Sappho, poétesse grecque de l'Antiquité.
maintes personnes qui ont travaillé à redorer ton blason et à te faire connaître l'ont nommé. Tu n'as pas eu la reconnaissance que tu méritais. Je pense à Suzette Robichon et Olivier Wagner. L'édition de Correspondance amoureuse a été établie et annotée par eux, qui parlent de tes textes comme des événements de libération de la parole par la littérature et d'invention d'une écriture lesbienne à travers l'œuvre qui est Correspondance amoureuse, issue des lettres que vous êtes écrites avec Liane. Il faut savoir que seuls les hommes pouvaient à l'époque s'autoriser à évoquer le lesbianisme et que c'était tout à fait considéré comme pornographique. Genre auquel je m'essaie actuellement en accueillant mon trouble. Et d'ailleurs, tu sais Nathalie, quand je t'ai rencontrée, ça a été aussi réconfortant que quand j'ai trouvé Violette Leduc sur ma route, ou Dorothy Allison, à qui je pense ce soir. Je me suis dit que je pouvais m'autoriser à écrire tout ce que je voulais puisque vous aviez osé avant moi et que je crains bien moins pour mon intégrité que vous, début et fin 20e. Soit. En tout cas, on peut dire que les lettres échangées avec Liane et issues de correspondances amoureuses ont un statut littéraire puisque vous les travaillez ces lettres et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un témoignage de votre amour, mais d'une démarche active comme on peut le constater dans certains de vos échanges. Dans Correspondance amoureuse, tu écris « J'aime l'idée que tu as de faire un roman sur nous. En chantant l'amour saphique, tu feras vibrer la joie de tant d'êtres pervers et affamés de chimères que le réel de l'homme ne saurait assouvir. » Avant de revenir à ton écriture, je meurs d'envie de raconter ta rencontre avec Liane, dont je parle depuis le début de ce texte sans jamais réellement expliciter qui elle est. Liane de Pougy, de son nom de naissance Anne-Marie Chassaigne, née en 1869, est une écrivaine et une courtisane donc, qui officie auprès d'hommes très fortunés. Elle vient d'un autre milieu social que le tien, puisque tu n'as jamais eu à travailler, contrairement à elle, qui écrira qu'elle a eu une enfance marquée par un certain dénuement, une pauvreté digne et dévote. Mariée à un homme violent, elle se fera prendre en présence d'un amant et divorcera avec faute peu après, et fut reniée par sa famille. Parmi le peu d'options qui se sont offertes à elle, elle a fait de sa beauté bonne fortune en devenant une des courtisanes les plus réputées de l'époque, travaillant avec les plus grands noms, ce qui lui valut de porter le surnom assez horrible de Passage des Princes. Être vue en présence de Liane de Pougy, c'était montrer son statut social. Même la presse populaire faisait les chroniques des amours de Liane. Mais elle n'était pas seulement sublime pour les codes esthétiques du 18e, 19e. Elle était aussi instruite et avait déjà publié 2 romans quand tu l'as rencontrée en 1899. Rencontre qui a changé ta vie. C'est lors d'une promenade au bois que tu aperçois Liane, dont tu diras qu'elle t'est apparue toute différente des autres par sa sveltesse angélique qui te fascina. Et alors, tu te mis en tête de la rencontrer et après plusieurs missives et bouquets de fleurs, tu réussis à être reçu et tu te présenteras en page d'opérette envoyée par Sappho. Non mais quelle audace, Nathalie. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Est-ce qu'on pourrait dire que tu t'es drag-kingée ? Je veux dire que tu as utilisé les codes du masculin pour performer un personnage ? Voici un des messages que tu lui as envoyés et qu'on retrouve dans la correspondance, page 47. Si vous n'êtes pas las des amours qui passent, de ces rêves qu'un rêve chasse, recevez-moi. Pour ne pas forcer votre porte, j'attends une réponse dans la voiture. Dites que je peux monter ou venir demain si vous n'êtes pas seul en ce moment. Voulez-vous ? Une Américaine qui voudrait embrasser vos doigts roses tout en vous disant combien elle vous trouve belle. Je me suis beaucoup demandé quel était ton rapport à ton genre, ou plutôt disons que j'aimerais bien savoir comment tu t'identifierais aujourd'hui avec tous les acronymes disponibles en notre possession. Dirais-tu plutôt que tu es genderqueer, comme je me présente actuellement ? Non-binaire, Gwyn ? F2M ? 2X, choisirais-tu d'être butch, femme ou rien de tout cela ? Une lesbienne qui pratique le drag, peut-être ? Dans Lettre à une connue, dans un passage où tu évoques ton envie de t'évader pour rejoindre Liane, tu écris également
Tu es à peu près grande comme Marthe. Mon cocher te prendra pour elle. Nous nous arrêterons au quai et nous irons for a moonlight sail, my darling. J'aurai mon costume de matelot sous mon grand manteau, afin de te rassurer. Tu n'es encore jamais venu avec moi en barque, mais tu n'auras pas peur puisque j'aurai l'air d'un petit marin. Et encore, dans le même ouvrage, dans un autre passage où tu veux défier ton rival, tu écris « C'est trouvé. Ce soir même, tu vas lui dire qu'il fait trop beau pour rester chez toi, que tu veux le voir librement sans autre complice que les étoiles, etc., etc. Tu te feras conduire sur le chemin à droite de la cascade, un peu plus loin que le café. Nous t'attendrons déguisés en bandits et masqués, lanternes sourdes et tous les ustensiles des meurtres clandestins. Quand tu seras en face, nous nous élancerons. Max arrêtera les chevaux, prévient ton cocher, et moi, en brandissant mon bâton de dandy, je lui demanderai sa vie ou tes bijoux. Un page florentin envoyé par Sappho, un marin protecteur et un bandit dandy, je crois que nous nous serions définitivement bien entendus. Dans Amant féminin ou la troisième, tu nous apprends que tu définis le troisième sexe bien différemment que ce que nous pourrions avoir la tentation de projeter. En effet, il ne s'agit pas tellement d'une question d'orientation sexuelle et de genre, ni d'une définition platonicienne des corps séparés qui cherchent leur moitié manquante, que d'un rapport de positionnement vis-à-vis du couple. Tu privilégies des associations de la tendresse et de la passion au mariage, un perpétuel devenir d'une relation qui serait mouvante à la mortifère fidélité, et un compagnon d'amour plutôt qu'un complément ou qu'une conjointe. Ce roman qui regroupe des dialogues, des faire-part, des lettres, des extraits de journal et des poèmes, est éminemment moderne dans ce qu'il offre de fragments et rappelle au collage des peintres surréalistes de l'époque. L'histoire est une fois de plus tout à fait d'actualité dans ce que le polyamour et les histoires non exclusives viennent confronter de remises en question des normes d'aujourd'hui. Nous sommes en 1926. Tu n'es plus avec Liane qui, elle, a épousé le prince Guika, qui, lui, vient de l'abandonner pour la nouvelle amante de Liane, Manon Thiebaud. Et alors toi, Nathalie, grande consolatrice des âmes esselées, of course, tu proposes à Liane, je cite, « secours et distraction ». Et comment ? À cette époque, tu avais une forme de relation avec Mimi Franchetti, qui aimait beaucoup la confusion des liens et l'insertion dans les histoires des autres, ce qui faisait d'elle une personne tout à fait encline à redonner joie de vivre et plaisir à Liane. Tu as donc créé une association, et ce roman s'inspire du réel de tes histoires amoureuses. Puisque nous aimons les femmes, ne nous devons-nous pas à leurs peines et à leurs abandons ? Nous n'arrêterons pas les êtres à nous, nous ne nous arrêterons pas aux êtres, spécialistes que l'on dérange que dans les grandes circonstances. Nous devons nous retirer dès que la malade, the love sick, n'a plus besoin de soins exceptionnels et que n'importe qui peut en assumer la charge. Nous qui sommes autres et plus que femmes, nous ne rivalisons avec aucune femme, mais devenons ses alliés. Cette sanction presque officielle de l'infidélité lui ôte son venin de tromperie. Et si personnellement j'en souffre, notre entente y puise un réconfort et une reconnaissance qui nous défend de toute inimitié. Refermé sur mon choix unique, c'est à moi seul de fournir la constance et la ferveur que je réclame. Rien n'est plus solitaire que l'amour, et ne faut-il pas être plusieurs à le supporter ? Amant des femmes, toi dont je suis l'amant, je te propose une association plus indissoluble qu'aucune union, puisqu'elle les comprend toutes. Mais évidemment, en matière de relations, comme en politique, il y a la théorie et la pratique. C'est ainsi que très vite tu écriras « Les générosités en amour se payent cher. M, donc Mimi, à la première occasion, abusa de notre association et de sa mise en liberté, en se jetant sous mes yeux sur une joueuse de tennis que j'avais menée déjeuner près de son lit et qui n'avait pas le moindre malheur à consoler. Notre association s'exerçait donc à blanc par pure forme.
Mon imagination avait déjà donné l'éveil à de pareilles visions, mais ce premier choc avec une réalité en chemise me fit un tel mal que ma gorge se serra et que mon cœur battit plus que le leur. Pour ne pas crier toute ma rage et toute ma douleur, mêlée par force à leur couple, je me levai et pour déguiser mon trouble, tâchai d'écrire, de faire semblant d'écrire n'importe quoi, un poème d'elle, pour elle, pourquoi pas. Et puis, Mimi et toi avez réellement mis en place ce projet de réconforter Liane en l'accueillant dans votre relation jusqu'à ce que, spoiler alerte, Mimi et Liane te délaissent et fabriquent une relation ensemble, en dehors de toi. Qui fut, tu l'exprimes dans tant de pages tantôt furieuses, tantôt désespérées. Tu écriras ceci à propos des troisièmes, tout en partageant régulièrement que le chiffre 3 est ton opium. Les troisièmes sont nés du couple. Ils succèdent à cette loi naturelle qu'un et deux font trois. Il y a les troisièmes nés prédestinés. Il y a aussi les troisièmes fortuits, dus au hasard, aux circonstances. Des troisièmes d'occasion, ceux qui ne restent pas. Ils s'accouplent et se perdent en attendant qu'un autre troisième vienne les déloger. Presque tout le monde est un troisième de cette espèce. Presque personne n'est un troisième d'espèce pure. Et puis, le troisième peut être le premier et le premier peut être le troisième. Les trinités sont interchangeables. La meilleure position, mais la plus difficile à maintenir, c'est celle où l'on est trois et où personne n'est le troisième. Ça me fait penser à toutes nos tentatives, plus ou moins réussies ou ratées, ça dépend à qui on pose la question, à ma belle communauté queer et moi, de détourner les codes de l'hétéronormativité et de construire d'autres narrations. Des fois, il faut le dire, tu as été un peu nul dans tes gestions émotionnelles avec d'autres. Mais moi aussi, tu sais, l'imperfection est notre plus beau fléau. Je me souviens par ailleurs de mon premier bain ado début 2000 dans l'univers de The L-Word, série américaine autour en grande majorité d'une bande de lesbiennes blanches et bourgeoises à Los Angeles. C'était la première fois que je voyais des histoires affectivo-sexuelles dramatiques de Gwyn et mes amis et moi en étions accros. Nous qui n'avions pour sortie qu'un club LGBT implanté entre un terril, un crématorium et l'enseigne Cora à Los Angeles, dans le Pas-de-Calais, autant dire que c'était une autre ambiance, mais soit. Il n'y avait que ces représentations-là que l'on s'échangeait sous le manteau en CD-ROM au lycée. Alors c'était pour nous un idéal à atteindre dans nos têtes juvéniles. Pourtant, dans le fond, les histoires de triangulation, de jalousie, de drame et d'amour pour la vie jusqu'à ce que étaient les mêmes, la para en moins. Et depuis, rien n'a changé, si ce n'est que d'autres mots sont apparus pour habiller l'amour, les émotions et le sexe, nos amours, nos émotions et nos baises, avec toujours cette volonté de faire autrement. Parenthèse, Nathalie, j'ai beaucoup aimé savoir, tu m'excuseras de mon indélicatesse, que tu t'es faite plaquer à 90 ans par Roman Brooks, célèbre peintre, ta compagne de 1916 à 1970, parce que tu as rencontré une femme sur un banc et t'as prêté une nouvelle fois à faire acte d'infidélité. Je n'ai aucun point de vue moral sur la question, rassure-toi. Je me dis simplement que ça fait moins peur de vieillir tout à coup, que le désir et la séduction peuvent survenir jusque très tard. C'est joli comme pensée, quand on est dans la trentaine et qu'on ne sait pas trop ce qui adviendra du futur malgré nos rêves présents. Une des raisons pour lesquelles tu es célèbre, c'est que tu as créé tout un réseau d'artistes invitant maintes personnalités, hommes et femmes, dans ton salon littéraire au 20 rue Jacob à Paris, que tu as nommé le Temple de l'Amitié. Tu as été un véritable pivot d'un groupe de femmes artistes dites de la rive gauche, dont certaines avec qui tu as eu des liaisons, des demi-liaisons, ou aventures, comme tu aimais faire la distinction. Parmi les femmes ayant côtoyé ton salon littéraire et ou tes draps, laissons le plaisir du doute aux auditeurs et auditrices, on cite Colette, Djuna Barnes, Mireille Havé, René Vivien, Françoise Sagan, Emma Calvé, Marguerite Yourcenar, etc., etc. C'est important ça, des espaces pour se réunir et faire collectif. Ça l'est pour moi en tout cas. On n'est rien seul. Je ne l'oublie jamais. En 2017, avec l'autrice Amandine D, épisode 25 des Parleuses autour de Nouala Oufalaïn,
et quelques autres, nous avions créé un collectif où nous nous rassemblions pour fabriquer un espace d'échange artistique, sans contrainte et sans rapport de domination usuel. C'était plutôt ambiance HLM, parc ou fond de café, parce que bon, tu vois, nous étions plutôt prolo classe moyenne ou transfuge de classe en cours que grande bourgeoisie. Mais enfin, de commun, nous avions la volonté de partage et la création, d'espace d'amitié et de résistance. Ça a duré un temps, puis ça s'est arrêté. Mais ce temps était bon. En 2019, c'est Milady Renoir, épisode 6 des Parleuses autour de Yvonne Sterck, que j'ai croisé et qui m'a offert de rencontrer tout un tas de poétesses avec qui faire communion. Et que dire de toi, Aurélie, amie propageuse du matrimoine littéraire et autrice redoutable. Paraît, Nathalie, que tu sélectionnais tes invitations et qu'on ne comprenait pas toujours pourquoi. J'espère que tu nous aurais invités, les copains et moi. Ou alors je serais sûrement venue à ta porte en Orlando, envoyée non pas par Virginia Woolf, mais peut-être par Paul Preciado. C'est marrant parce que j'ai lu que parmi les multiples raisons pour lesquelles tu as été délaissée pendant si longtemps en tant qu'écrivaine, c'est que le genre littéraire que tu utilisais était soi-disant désuet et composait sur tes œuvres un regard critique dans lequel était mis en avant que tu ne travaillais pas assez tes textes, qu'on avait l'impression qu'il s'agissait de premier jet. Baliverne. Encore une qui est devenue plus célèbre par ses frasques que par son art, j'ai pensé. Heureusement que tes œuvres ont été redécouvertes et que d'autres, lucides et persévérantes, ont travaillé à enfin te publier. En tout cas, de mon côté, j'ai été particulièrement percutée par ton amour pour ce genre littéraire qu'est la pensée et ton précieux talent pour les aphorismes, dans ce qu'ils représentent de véritables punchlines, terme utilisé dans le rap pour nommer les phrases chocs inventées par les rappeuses et rappeurs qui suscitent à la fois réflexion et ou admiration. Elles permettent de dévoiler des vérités, souvent crues, sur la société, la politique ou les relations humaines, tout en démontrant une bonne maîtrise de la langue. Quant à la définition de l'aphorisme, on parle d'énoncé bref formulant de manière incisive et souvent paradoxale une observation ou un principe philosophique, moral ou pratique. Si l'aphorisme n'est pas exactement synonyme de punchline, sache que tu aurais pu sans doute gagner un certain nombre de battles avec ta verve précise et adroite. Moi, avec la force de tes convictions assumées, je t'aurais volontiers proposé un featuring de rap queer, si tant est que tu acceptes de mettre à profit tes privilèges au service de la lutte des classes et de l'antiracisme. Soit. Je te parle depuis la médiathèque de Roubaix. Ville paradoxale, avec ses traces visibles des vieilles familles dont la fortune est issue de la période industrielle, et toutes les marques de précarité des usines qui ont fermé et qui font de Roubaix une ville aux 1000 stigmates. Ce n'est pas rien que l'on se parle depuis ici, pour faire rencontrer nos voix similaires et discordantes. En attendant, j'ai regroupé un certain nombre de tes aphorismes et je t'ai écrit un poème. J'espère que depuis là où tu te situes, tu entendras mes amicales louanges. Tu dis que les amis de nos amis sont nos amantes. Je dis que la liberté a parfois le goût de la solitude. On déconstruit pour échapper aux injonctions latentes. La ville envie que d'ériger des opinions en certitude. Pas besoin d'être poli pour s'attiser la foudre. T'as la chance et l'aplomb des gens de t'en foutre. T'as raison. Beaucoup n'ont pas inventé la poudre quand ils somment de revenir à une norme fourbe. Au moins les sadiques ne sont pas indifférents aux souffrances qu'ils causent. Combien de volonté nous faut-il pour céder à ce que nous désirons le plus ? T'aimes trop les commencements pour savoir aimer autre chose. Combien de femmes variées ont succombé au doux poison de tes astuces. Tu étais revenu de bien des choses, ce qui ne t'empêchait pas d'y retourner. Le pire pour toi n'est pas que l'on se brûle, mais que le feu s'éteint. N'être ni seul ni ensemble, c'est synonyme d'être marié. Savoir questionner la mort, et lors même de son agonie, douter de sa fin. Merci. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Co-direction Aurélie Olivier et Mathilde Recton. Ingénieur son Pauline Guiffard.
production musicale pour la lecture de l'eau JB, marraine des parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Jan Michalski, la DRAC Île-de-France, la Métropole européenne de Lille et la ville de Lille.